Et dans la continuité des soutiens locaux candidats pour la présidentielle, nous recevons ce matin Jackie Briand, soutien au candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Yorana Jackie. Yorana. Marourou d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Marourou pour le café de ce matin. Avec plaisir. Alors, le réchauffement climatique fait partie de votre cheval de bataille depuis plusieurs années. Qu'est-ce que Yannick Jadot a prévu de faire et propose pour la Polynésie? Tu as dû remarquer, et ceux qui nous regardent ou nous écoutent ont remarqué que l'écologie est maintenant arrivée, malgré la guerre qui secoue l'ensemble du monde. L'écologie est arrivée au centre. Ça, c'est une originalité. Cette question, il faut faire la part entre ceux qui ont verdi leur programme par opportunité, ceux qui tentent désespérément d'écologiser leur programme pour se donner bonne conscience d'un certain nombre de dispositions pour lesquelles ils ne se sont jamais préoccupés. Malheureusement, les travaux du GIEC, les derniers rapports, et je sais que vous en avez abordé dans le cadre de vos missions d'information, tirent la sonnette d'alarme plus que jamais. La menace concernant l'existence même, et c'est pour ça que la formule de la fin d'un monde, je ne dis pas la fin du monde, doit être traitée de la même manière que la fin du mois. Un certain nombre, et ce sont des revendications tout à fait fondées, qui ont des fins du mois très compliquées, doivent être au cœur du débat présidentiel. Et c'est cette originalité que nous voulons démontrer dans le cadre de cette campagne présidentielle. Et c'est ce que Yannick Jadot propose. Nous avons travaillé avec les Verts, puis Europe Écologie depuis plus de 20 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous proposons. La seule différence, c'est qu'il y a une sensibilité de l'oreille de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Et c'est cette différence-là, je l'espère, vont se traduire par un vote. Et j'appelle tous ceux qui sont déçus par la politique, tous ceux qui voudraient s'abstenir, de venir vous exprimer, parce qu'il s'agit de définir ensemble quelle société écologique nous voulons partager avec l'ensemble de nos populations, mais aussi de nos enfants. Alors, Yannick Jadot veut tendre le plus possible vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Comment y arriver en Polynésie? On a entendu le ministre tantôt expliquer les milliards qu'il souhaiterait par réaction à l'augmentation du coût lié au carburant. Ce qui est une réponse tout à fait pertinente, pas tout à fait pertinente. Parce que la problématique de la réaction, ça veut dire que vous êtes des suivistes. Jamais vous anticipez, jamais vous avez l'impression que vous allez vous projeter pour contrecarrer ces mesures et on continuera à dépendre et la précarité énergétique de la Polynésie est terrible. Ce dont nous avons proposé, c'est que parallèlement à ce financement pour atténuer la répercussion du coût, une petite parenthèse, il faudrait que le ministre nous explique quel est le prix du carburant lorsqu'il arrive sur le quai de Whareute. Il faudrait lui poser la question. Et pourquoi est-ce que le coût multiplié par 4 arrive dans la pompe lorsque nous allons faire le plein? Donc je reviens à la problématique. La dépendance et la précarité aux fossiles, tout le monde est d'accord, c'est pratiquement du 100%. Même les voitures électriques ne fonctionnent pas avec une source renouvelable. Il faut brancher sur le compteur qui, lui, est produit, qui comptabilise l'électricité produite par l'énergie fossile. La problématique, c'est de dire, parallèlement au fait que nous mettons beaucoup d'argent pour atténuer la répercussion, il faut mettre de l'investissement dans l'énergie thermique des mers. C'est la seule ressource aujourd'hui qui ne peut pas être, parce qu'il n'y a pas de soleil ou parce qu'il fait nuit, être mise en danger. Cette démarche est absolument nécessaire pour, dans 10 ans, nous puissions commencer à espérer ne plus dépendre de l'énergie. Pour faire simple, aujourd'hui, le SWAC consiste à aller chercher du froid qui va alimenter ensuite nos climatiseurs. C'est le même principe que les locomotives. Vous chargez de l'eau, vous chauffez, vous produisez du gaz, ce gaz va faire tourner les turbines. C'est le même principe. On va chercher du froid. Ce froid va permettre, il y a un petit travail à faire pour que ça produise à ce moment-là une vapeur, et cette vapeur va faire tourner. C'est cette démarche-là qui est absolument nécessaire. L'énergie thermique des mers, c'est la seule réponse pour la Polynésie aujourd'hui. Bien sûr, parallèlement, il faut mettre en place l'accompagnement pour la mise en place des panneaux solaires. Mais bien sûr, il faut le faire. Mais toutes les îles ne pourront pas bénéficier de la technologie de l'énergie thermique des mers. Et c'est là-dessus qu'avec le pays, avec l'État, avec les organismes privés, parce qu'il faut intégrer le privé. Je rappelle juste que le SWAC a été mis en route
par du privé. Exactement. Et justement, Jackie Brion, les écarts de prix entre la Polynésie et la métropole sont de l'ordre de plus 8,5%. Votre candidat a déclaré, je cite, « Nous ferons des Outre-mer des territoires zéro chômeur en innovant des emplois verts et bleus ». Comment y parvenir ici chez nous? Alors, il y a deux niveaux de compréhension. La première, c'est que l'emploi, c'est une compétence du pays. La seconde, c'est dans la formation. Nous pouvons former nos propres cadres, nous pouvons former nos propres jeunes, nous pouvons former nos propres Polynésiens parce que nous souhaitons que l'océanisation des cadres, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette phrase, que l'océanisation des cadres est une réponse aujourd'hui qui n'est pas au taquet pour permettre à nos enfants qui font des études de revenir chez lui. Il faut qu'ils reviennent au Fénois. Donc la démarche dans laquelle nous nous inscrivons, on a quelques enfants qui sont revenus depuis quelque temps qui commencent, mais c'est complètement insuffisant. Il y a des secteurs entiers de notre vie de tous les jours qui ne sont pas encore pourvus par des Polynésiens, par des enfants de chez nous. Donc ça nécessite une réflexion dans ce sens-là. Lorsque nous introduisons l'idée que l'énergie thermique des mers est une réponse, ça veut dire que nous devons former des cadres. La construction offshore nécessite une formation pertinente. On ne devient pas du jour au lendemain, comme ça a été au moment des essais nucléaires. Nos parents étaient agriculteurs, collecteurs. Du jour au lendemain, ils sont devenus bâtisseurs de barges pour aller forer. C'est pas comme cela que les choses doivent être envisagées. Donc, il y a possibilité pour nous de porter la formation au plus haut et nous avons besoin d'être accompagnés par l'État. L'Université de Polynésie française, par exemple, la politique générale de l'éducation, c'est le pays. Mais la mise en route ne dépend absolument pas du pays. Et donc, il appartient au pays de définir ses priorités. Je viens de vous donner un exemple autour de l'énergie thermique des mers. Alors, Yannick Jadot propose également un bouclier des prix pour mieux les contrôler. Expliquez-nous. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, lorsque nous dépendons de nos importations et de ces importations, 40% de nos importations viennent de France. Vous prenez la dépense annuelle qui est de l'ordre de 200 milliards de nos importations. Vous prenez 40%, ça représente 80 milliards. Et de ces 80 milliards, il y a peut-être quelque chose à gratter pour regarder comment ça se fait. Au-delà du fait que le coût, l'assurance et le fret, le prix, lorsque ça arrive chez nous, il y a certainement des mesures à innover dans ce secteur-là sur un espace qui est commun. Ce sont des produits que nous achetons en France. Et c'est là-dessus qu'il faut regarder de plus près comment est-ce que ces facturations arrivent chez nous et qui explosent. Mis à part, je le rappelle, c'est une compétence du pays d'introduire les taxes. Il y a aussi la prise en charge des malades du cancer que vous défendez. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Alors, tous les bidouillages qui ont eu lieu sur la loi Morin montrent à quel point ceux qui étaient des pro-nucléaires hier sont devenus des anti-nucléaires et ils nous expliquent même à nous ce qu'il faut faire. Il faut tordre le cou à ce type de discours qui est tenu par des personnes qui n'ont aucune sensibilité à la souffrance des Polynésiens, à la souffrance des familles pour lesquelles le cancer est un point quotidien de leur lutte pour essayer de faire en sorte que l'accompagnement en fin de vie ne soit plus dans la douleur telle qu'on est en train de vivre. Donc, c'est simple. On a 23 types de cancers aujourd'hui reconnus comme étant en lien avec une dégénérescence génétique parce qu'il y a eu exposition aux essais nucléaires. La prise en charge ne doit pas être le chemin du combattant devant des instances judiciaires, devant des commissions médicales, devant X complications administratives, je n'en sais rien. La prise en charge doit être immédiate. Ça, c'est un point important. La seconde, c'est qu'on sait maintenant que les parents qui ont été exposés, les parents à ce moment-là qui étaient jeunes, qui ont eu des enfants, le développement de la modification du patrimoine génétique répercute et est répercuté au niveau de leur propre géniture. Ça veut dire que la prise en charge de la deuxième génération, ceux qui sont nés de ces parents-là, et même ceux qui sont nés, même si les parents n'ont pas été impactés. Le sieur a été renvoyé tout simplement parce qu'il avait proposé qu'une étude prenne en charge et commence à réfléchir à cette problématique-là. Est-ce que l'on sait combien d'enfants nés handicapés après l'explosion de Tchernobyl ? Est-ce qu'on sait combien d'enfants nés après 3 Mile Island aux États-Unis sont handicapés ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'enfants nés au Japon après Fukushima sont handicapés ? Pourquoi est-ce que le nucléaire russe, américain et japonais serait différent du nucléaire français ? Ça ne nous rappelle pas quelque chose autrefois qui nous disait mais il n'y a pas de problème, on peut se baigner, on peut boire de l'eau de coco. On est toujours à machiner ce type de
d'argumentaire. Et je regrette que les partis politiques qui essaient d'écologiser ne soient pas suffisamment, en tout cas les candidats, ne soient pas suffisamment vigilants sur la répétition de l'histoire à un degré qui est celui de prendre en compte la deuxième génération. Alors, traditionnellement, les Verts à l'élection présidentielle occupent les profondeurs du classement. D'après vous, pourquoi ? Est-ce que parce qu'on a l'impression que vous êtes trop loin des réalités de ce qui se fait ? Oui, il y a cette notion de fin du mois et fin du monde. Et donc, on a souvent associé l'écologie comme étant une prévision. Ça arrivera peut-être dans 50 ans, ça arrivera peut-être quand je serai arrière-petit, à mes arrière-petits, à mes hinarere. On a toujours eu cette projection. Et puis, petit à petit, le temps nous a rattrapés. Quand tu sais, en France, par exemple, qui est le maire de Lyon ? Un écologiste. Qui est le maire de Strasbourg ? Une écologiste. Qui est le maire de Bordeaux, qui a toujours été tenu par la droite, par Juppé et toute sa bande ? Un écologiste. Et je peux te citer autant de grandes villes où la réflexion sur l'écologie finit par gagner. La proximité d'abord. C'est d'abord la proximité qu'il faut convaincre. Et lorsque la proximité arrive à positionner des équipes de cette dimension au niveau de leur commune, on assoit à ce moment-là la proximité des élus au plus près. Et c'est comme cela que l'on construit. Donc le temps joue en défaveur de l'environnement, mais il joue en faveur des écologistes. Il vaut mieux avoir l'original que de fausses copies, voire de très mauvaises copies. Alors l'écologie, il y a aussi le réchauffement climatique, on en parlait tout à l'heure. Quel constat faites-vous aujourd'hui en Polynésie, puisque la Polynésie fait partie des pays qui risquent d'être le plus touchés demain ? L'aéroport de Fa'a est à 1 mètre au-dessus du niveau de notre lagon. On sait que l'augmentation annuelle se calcule sur quelques millimètres. On se dit, quelques millimètres, alors sur 10 ans, ça fait 10 centimètres. Sur 20 ans, ça fait 20 cm. Il suffit qu'il y ait une houle à ce moment-là, qui soit un peu plus forte que la houle de moins 20 cm. Et vous voyez que l'aéroport, la structure de l'aéroport n'offre plus, non pas la sécurité, mais la sûreté pour les avions qui viendraient atterrir. Ça veut dire que cette réflexion, aujourd'hui, l'aéroport international des Marquises est fondé sur cette problématique, auquel cas nous serions complètement coupés du monde, en tout cas par une desserte aérienne. Et on sait combien c'est important pour le tourisme, pour un certain nombre de nos importations, mais tout simplement pour des évacuations sanitaires entre les îles de la Polynésie et nous. Donc cette problématique-là, il faut que l'on arrive à convaincre de la pertinence que ce qui arrive, c'est comme une houle qui a été créée, elle va monter de plus en plus. Et le changement climatique sur nos structures, je citais le cas de l'aéroport de Fa'a, mais ça va être la même situation pour le port de Papeete. Ça va être la même situation pour toutes les infrastructures publiques de nos littoraux, que ce soit les écoles, on voit bien où sont construites les écoles, les maisons paroissiales. Un certain nombre de constructions de l'État, notamment les gendarmeries, se trouvent sur ce littoral-là. J'étais à Tetiaro il y a quelque temps, dans le cadre de l'association que nous avons constaté le recul des plages, de l'érosion. Or, la construction du Semotu est pratiquement nulle. Donc, ce n'est pas un effet lié au fait qu'il y a eu des constructions pour renforcer la berge. Simplement, la mer gagne du terrain. Et c'est quelque chose qui doit être petit à petit intégré. Non pas comme pour faire peur, mais pour intégrer dans nos politiques publiques, que ce soit communales, territoriales ou alors nationales. Mais il faut intégrer cette démarche. Et nous ne pourrons pas gagner tout seuls. Ce n'est pas possible. Et Yannick Jadot en est conscient. Yannick Jadot a été directeur de Greenpeace pendant des dizaines d'années. Donc le terrain, la proximité, il sait de quoi il cause. Aujourd'hui, il est député européen, donc sa réflexion à l'échelle de l'Europe et de manière plus générale, la conscience que le président de la République, il est en capacité de discuter avec les plus grands de ce monde, est incontestable. Et de ce fait, son passé et son engagement fait que j'ai aucune incertitude sur sa capacité à réagir par rapport à toute cette problématique du changement climatique et surtout des conséquences.
Merci beaucoup, Jacques Brion, pour toutes ces réponses. Alors, je rappelle que vous soutenez donc la candidature de Yannick Jadot. Et la formule magique, c'est Jadot, j'adore. Yannick Jadot, qui est donc candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Parmi les actions que votre candidat mettra en avant, la mise en place d'une véritable transition énergétique, seule arme pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a aussi la mise en place d'un bouclier des prix pour mieux les contrôler. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le VA en Rio Tahiti avec Carlos Natua. Maruru. Maruru.